Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Bonsoir Marie-Laetitia Bouriez. Bonsoir Pierre-Henri, bonsoir à tous. Les titres de l'actualité ce soir. Après la mort d'un 6e SDF à Paris, Nicolas Sarkozy prône le bon sens pour inciter les sans-abri à rejoindre les centres d'hébergement. Il n'y aura donc pas d'hébergement obligatoire comme le souhaitait Christine Boutin. L'Inde sous le choc, mais Bombay sous contrôle ce soir après les attaques des terroristes islamiques. 2 Français, dont la créatrice de la société Princesse Tam Tam, figurent parmi les 130 victimes de ces attentats. Et puis le siècle de Claude Lévi-Strauss, le célèbre anthropologue aujourd'hui centenaire, a reçu la visite du président de la République. De nombreuses manifestations rendent hommage à l'œuvre du doyen de l'Académie française. Émilie Julia, auteure de Lévi-Strauss, l'homme derrière l'œuvre, sera notre invitée à la fin de ce journal. La une de l'actualité en France, c'est bien sûr les problèmes et ces polémiques toujours persistantes autour de l'hébergement des sans-abri. Oui, cette question est toujours au cœur de l'actualité. Ce matin, un homme de 55 ans a été retrouvé sans vie sur un trottoir dans le 4e arrondissement de Paris. C'est le 6e en un mois en région parisienne. Ce matin, le chef de l'État est revenu sur la polémique déclenchée par la ministre du Logement Christine Boutin sur l'hébergement d'urgence des SDF. Christine Boutin avec qui il visitait un chantier de construction immobilière à Meaux en Seine-et-Marne. On l'écoute. Est-ce que l'État doit considérer que parce que quelqu'un, dans des conditions abominables, sous une petite tente, par -10, dit « je ne veux pas venir », est-ce que cette personne est lucide pour décider de sa vie ou de sa mort? Je pose la question. Pour moi, elle n'est pas lucide. Je le dis, je pense qu'il y a donc un équilibre de bon sens à trouver entre les intégristes de la liberté et les intégristes de la mise d'office en centre d'urgence. Aujourd'hui, beaucoup de sans-abri refusent de se rendre dans des centres d'hébergement d'urgence, notamment à cause des contraintes horaires ou encore de la promiscuité avec les autres SDF. Hier soir, Nicolas Béard s'est rendu au centre de la Mide-Pin, dans le 13e arrondissement, un lieu où les sans-abri sont accueillis avec humanité. Rue Charles Fourier, dans le 13e arrondissement, tout le monde a son numéro. Mais les bénévoles les connaissent tous. Dans le centre d'hébergement d'urgence de la Mide-Pin, en plein centre de la capitale, chacun est libre de donner son nom. Le dernier bien peut-être qui leur reste à ces personnes, c'est la liberté. En ce qui concerne la Mide-Pin, les valeurs fondamentales qui nous habitent, c'est bien ça, c'est le respect de la personne humaine dans toutes ses formes et inconditionnellement. On ne veut pas savoir quoi que ce soit. Ce soir, on attend du monde. Au menu, soupe de légumes du chef. 600 repas sont servis tous les jours, pour certains, le premier depuis longtemps. Au total, 440 places. Nous sommes dans le plus grand centre d'accueil des sans-abri en Europe, mais fin novembre, on affiche déjà complet. On sent quand même qu'il y a plus de gens qui attendent à la porte que l'année dernière. Nous sommes à capacité pleine depuis le 26 octobre, c'est-à-dire avant les grands froids. À 66 ans, André imaginait sa retraite autrement. Après une vie de travail, il est aujourd'hui obligé de demander l'hospitalité. Ah, moi, je veux rester là. Parce que je suis curatelle. Et pour prendre un loyer avec mes 700 € que je gagne par mois, je ne pourrais pas payer de loyer. Je pourrais, mais qu'est-ce que je mangerais? Et puis tout seul, on s'ennuie. Que là, on est en famille. Ce soir, André est de nouveau dehors. Juste le temps d'une cigarette. Derrière la porte, un lit l'attend. À quel âge un mineur peut-il être envoyé en prison? Peut-il être considéré comme pénalement responsable dès 12 ans au lieu de 13? Eh bien, cette question fait aujourd'hui débat. Oui, quelques jours avant que la commission pour la réforme de l'ordonnance 45 sur la justice des mineurs ne remette son rapport à Rachida Dati, les réactions des syndicats de la magistrature sont vives, comme celle d'Alima Boumedienne-Thierry, des réactions recueillies par Flora Sauvage. Moi, j'ai vu des enfants de 13 ans et quelques mois en prison. Je peux vous dire que ce sont des enfants qui perdent tout repère, qui sont complètement déboussolés, perdus,
qui n'ont rien à y faire. Dans l'ordonnance 45, c'est l'éducatif qui est en avant et le répressif en second. Or, aujourd'hui, on a complètement dénaturé cette ordonnance parce que c'est vers le tout répressif que l'on va. L'éducatif n'est plus la préoccupation du juge pour enfants. Donc, il n'y a plus de justice pour enfants. Donc, il n'y a plus d'ordonnance de 45. Changement de ton au Parti socialiste. Ruth Solferino tente de faire oublier le chaos et les tumultes de ces dernières semaines. Oui, ce matin, Manuel Valls, proche de Ségolène Royal, tenait une conférence de presse. Objectif, appeler au rassemblement et se glisser dans l'équipe de direction du parti. L'ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal, et Martine Aubry devraient se voir demain. Fabrice Cunet. Ça bouge. Ça bouge au Parti socialiste. Fini les petites phrases assassines. Manuel Valls dit ne pas oublier ce qui s'est passé, mais pour lui, il faut tourner la page du congrès de Reims. Preuve de la bonne volonté de l'équipe de Ségolène Royal, il n'est plus question de recours en justice. L'heure est au rassemblement et les soutiens de Ségolène Royal comptent bien peser dans le futur Parti socialiste. On ne fait pas monter les enchères, on demande à participer, on exige, mais au sens le plus positif du terme, pour assumer et prendre toutes nos responsabilités, de participer à la construction de ce projet européen, à ces propositions économiques et sociales et à la rénovation du Parti socialiste. Si on veut rassembler, il faut le faire avec tout le monde et notamment avec la première force du Parti socialiste et avec celle qui a recueilli au moins la moitié des adhérents. Des négociations sont en cours entre Ségolène Royal et Martine Aubry pour s'entendre sur une ligne politique et une bonne répartition des postes. Mais la première secrétaire, c'est la maire de Lille. Le nouveau visage du Parti socialiste, il est autour de la première secrétaire qui a été élue. Il n'y en a pas deux, il y en a une. Et celle-ci va diriger à gauche, elle l'a dit. Donc on n'a plus de peur d'alliance au centre, etc. On sait qu'on est pour l'unité de la gauche. Martine Aubry joue une partie serrée, désigner une direction tout en ménageant les sensibilités. Elle a jusqu'au 6 décembre pour trouver la bonne formule. En cas d'échec, la valse des petites phrases pourrait alors reprendre. Le nouveau président du Sénat, Gérard Larcher, je l'avais promis, eh bien les parlementaires l'ont suivi. Les sénateurs viennent tout juste de voter le maintien du budget du Sénat au niveau de celui de 2008, sans augmentation donc. Autre chose, faut-il revoir la vétusté des locaux des universités parisiennes? C'est du moins le souhait affiché de Valérie Pécresse alors que le Sénat étudiait ce matin même le budget de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et à Paris, chaque université fait de son mieux pour attirer les budgets dans le cadre du plan campus. Anne-Louise Deran. Dans les universités parisiennes, le temps est à la compétition. Chacune espère faire partie du plan campus, un dispositif qui leur permettrait d'obtenir un bon coup de neuf. Et c'est bien ce qu'espère cette fac du 5e arrondissement. Certains des locaux n'ont jamais été refaits depuis la fin du 19e siècle. Pour des raisons de sécurité, normalement, il faudrait l'évacuer. Mais évidemment, c'est la seule faculté de pharmacie de Paris. On ne va pas arrêter de former des pharmaciens à Paris. Rien que pour rénover ces laboratoires délabrés, le coût des travaux s'élève à 65 millions d'euros. Un investissement nécessaire pour développer la recherche. Se moderniser donc, mais aussi s'agrandir, comme ici à Paris-Dauphine. Elle reçoit chaque année 6000 demandes pour seulement 650 places au final. Nous sommes une université sélective, mais nous sommes prêts à accueillir plus d'étudiants. Il nous faut de l'espace, il nous faut des postes, et donc nous sommes sur des vrais projets de développement, mais contraints par l'étroitesse de notre immobilier. Le regroupement de locaux sur un même site est donc privilégié par le ministère. Il envisage de vendre certains locaux en contrepartie d'un déménagement partiel, mais la ville de Paris craint une vente à la découpe. C'est que s'il doit y avoir des regroupements, et c'est très important qu'il y ait des regroupements, on ne souhaite pas que l'État se contente de revendre les bijoux de la couronne, comme on dit, pour rationaliser, mais in fine qu'il y ait de moins d'en mètres carrés universitaires à la sortie. Le ministère ne donnera que fin février le nom des heureux élus. La poupée vaudou à l'effigie de Nicolas Sarkozy pourra bien être vendue. Ce matin, la Cour d'appel de Paris a reconnu qu'elle était attentatoire à la dignité du chef de l'État, mais elle autorise sa vente sous condition que le produit porte mention de cette condamnation. À l'étranger, le carnage continue à Bombay et l'on sait désormais que 2 Français figurent parmi les victimes, notamment la créatrice de la marque de lingerie Princesse Tam Tam. Et depuis plus de 48 heures, les forces indiennes traquent les islamistes armés qui ont réduit la capitale économique de l'Inde au chaos. Le bilan toujours provisoire fait état de 130 morts. François Lallemand. Le Trident Oberoi, l'un des 2 hôtels de luxe attaqués mercredi à Bombay. La police affirme en avoir repris le contrôle et découvert 30 corps dans l'établissement. 2 terroristes auraient été tués.
La totalité des 200 clients pris en otage, essentiellement des étrangers, auraient été libérés. Parmi eux, un équipage d'Air France ainsi que 20 ressortissants français. Au Taj Mahal, l'intervention des forces de sécurité était encore en cours vendredi matin. Des tirs nourris ont été entendus aux abords de l'hôtel. Des otages seraient également encore retenus au centre juif de Bombay. Ces attaques menées sur une dizaine de cibles à travers la capitale économique du pays ont été revendiquées par un groupe islamiste inconnu, les Moudjahidines du Décan. Les autorités indiennes mettent en cause le Pakistan voisin et rival. Mais 2 mois et demi après les 5 attentats à la bombe de New Delhi, eux aussi quasi simultanés, les Occidentaux s'interrogent sur la piste Al-Qaïda. D'autant que ce sont en particulier des étrangers, et notamment des Britanniques et des Américains, qui ont été visés. Les assaillants, eux, affirment se battre pour la défense de la minorité musulmane du pays. La suite du 18h, on retrouve tout de suite nos invités, Émilie Julia et Philippe Chalmin. Nos 2 invités donc sur ce plateau ce soir, Philippe Chalmin, auteur de Des épices à l'or noir, cette extraordinaire épopée des marchés des matières premières. Et à vos côtés, Émilie Julia, vous êtes journaliste et auteur de Lévi-Strauss, l'homme derrière l'œuvre, un ouvrage paru chez Lattès. C'est vrai qu'on fête aujourd'hui même le centenaire de Claude Lévi-Strauss. Alors justement, au-delà de ce centenaire, pourquoi autant d'intérêt autour de cet homme? Qu'est-ce qui fascine tant chez Lévi-Strauss? Écoutez, c'est un homme qui suscite l'intérêt parce sa vie est un véritable roman. Depuis sa naissance jusqu'à l'Académie française, à chaque étape clé de sa vie, il y a des retentissements, un véritable feuilleton qu'on peut suivre au travers de sa vie. C'est une personnalité qui a fait couler beaucoup d'encre de par ses œuvres évidemment inégalables et puis de par sa personnalité, sa sensibilité et l'originalité de sa vie puisqu'il ne demande rien à personne quand la guerre tombe, la guerre arrive dans les années 40 et qu'il est obligé de gagner New York et que là démarre une vie trépidante. Alors il est devenu ethnologue avant la Deuxième Guerre mondiale. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que finalement rien ne le destinait à devenir ethnologue. Eh bien c'est vrai que c'était une discipline tout à fait nouvelle à l'époque. Il a pris un petit peu accepté, c'est vrai, en une journée de partir un programme de recherche au Brésil et c'est là qu'il découvre l'ethnologie véritablement. Alors, sa vie a basculé à ce moment-là? Sa vie bascule puisqu'il découvre véritablement les tribus d'Amazonie, donc il découvre véritablement la discipline et puis bon, il va retourner en France et repartir ensuite aux États-Unis et là véritablement vivre l'anthropologie au travers de sa thèse monumentale, les structures élémentaires de la parenté. Alors l'ethnologie, l'anthropologie, c'était à l'époque des sciences extrêmement neuves. Quel a été le basculement qui a fait que Claude Lévi-Strauss se lance un petit peu dans cet inconnu de ces sciences nouvelles? Je pense qu'il a tout de suite compris l'intérêt de la discipline par son goût pour l'homme. Je pense que c'est quelqu'un, comme je le dis dans le livre, quelqu'un qui a un goût au-delà de la science, un goût pour l'homme. Et c'est ce qui en fait toute l'originalité. C'est un anthropologue qui rentre à l'Académie française, le premier à l'Académie française. Donc effectivement, il a compris tout l'intérêt de la discipline. Et puis, il est amoureux de l'homme et il vit l'ethnologie, il baigne dans l'ethnologie tous les jours, notamment à New York, puisque je crois que c'est vraiment l'endroit qui suscite son intérêt le plus fort. Et donc toutes ces années qui vont suivre vont être l'apogée de toute sa carrière. Alors un homme aux multiples facettes, on l'a dit, anthropologue, ethnologue, mais également, donc vous l'avez dit, scientifique, mais également philosophe, humaniste et homme de lettres, il écrivait très bien. Exactement, et c'est ce qui fait la personnalité multiple de Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la fois au monde des lettres et également au monde des surréalistes. Je vous rappelle que c'est un grand ami d'André Breton à l'époque, qu'il rencontre d'ailleurs en escale au Maroc pour regagner New York. Il entend prononcer son nom juste derrière, il est émerveillé, et bon, de là, évidemment, c'est l'aventure qui démarre, mais également intéressé par les mathématiques. Il a des amis mathématiciens, également des amis linguistes, et puis c'est un homme de lettres qui aime la philosophie. Et comme dit André Comte-Sponville dans Canal Académie, les dernières pages de Triste Tropique sont les plus belles à son sens de la philosophie. D'après vous, en quoi est-ce que c'est vraiment un précurseur, Claude Lévi-Strauss?
Parce qu'il a, initié, la discipline de l'anthropologie, de l'ethnologie, et puis il crée l'anthropologie sociale, l'anthropologie structurale. Alors je laisse évidemment les savants répondre sur cette discipline, puisqu'il initie le courant du structuralisme et également toute la partie humaine qu'il rattache à l'anthropologie, toute la partie sociale, ce qui fait qu'il crée d'ailleurs le laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France. En 1960. On parle beaucoup du structuralisme, la grande œuvre de Claude Lévi-Strauss. Est-ce qu'on peut résumer cette idée, cette pensée en une phrase? Écoutez, il a complètement renouvelé l'ethnologie à partir de l'analyse structurale et de la linguistique. C'est-à-dire qu'il renouvelle l'ethnologie via le structuralisme. Alors, pour éclairer les néophytes, parce que je crois que c'est important aussi que tout le monde comprenne, en 1939, sur la ligne Maginot, lorsqu'il attend les Alliés, donc c'est le début de la guerre, et qu'il est seul à attendre, et il regarde une boule de pissenlit, il se dit que finalement, dans cette terre, il y a forcément une structure, et que sans une structure, rien ne peut être. Alors, il ne répond plus aux interviews, mais dans ses dernières interviews, il affichait plutôt un pessimisme à l'égard du monde. Et qu'est-ce qui le rend si pessimiste? Alors, il ne donne pas d'interview, seulement je rappelle quand même qu'il a 100 ans aujourd'hui, il écrit, et j'ai encore reçu un courrier de sa part il y a 3 jours, il nous étonnera toujours. Vous l'avez rencontré personnellement? Non, malheureusement jamais, je n'ai jamais osé, on a correspondu, et il a d'ailleurs autorisé la démarche qui consistait à aller au-delà de l'œuvre et donc rassembler des témoignages de vie, des témoins de vie qui ont traversé des moments clés de sa vie. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené, vous avez 30 ans, une trentaine d'années, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à Claude Lévi-Strauss? D'abord par mon histoire personnelle, c'est-à-dire l'ethnologie, le vécu en Asie, enfin dans divers pays, et puis le fait de travailler pour Canal Academy, donc de se retrouver près de l'Académie française, et puis le personnage en lui-même qui m'a émerveillée dès le départ, qui m'a passionnée, et j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose derrière cette œuvre qu'il fallait dire à tout un chacun. Et alors une aventure. Cette œuvre, elle est maintenant sur le papier, et pas n'importe quel papier, le papier des éditions de la Pléiade, dont Claude Lévi-Strauss a relu lui-même les textes à imprimer. Qu'est-ce qu'il souhaiterait que les générations à venir conservent de cette œuvre qui est immense, vous l'avez dit? Écoutez, effectivement, c'est rarissime puisque de son vivant, l'auteur choisit les textes qui figurent dans la Pléiade. Je crois que peut-être il nous suggérerait de reprendre un peu la communication qu'il a connue à une certaine époque, celle qui prenait le temps et de faire parvenir nos lettres à leurs destinataires. Également, il nous suggérerait peut-être de prendre un peu plus de temps sur le plan démographique et puis de faire attention à notre terre parce que sans notre terre, les richesses s'épuisent et de prendre conscience de l'épuisement des richesses. Et c'est en ça qu'il est précurseur aussi et visionnaire, c'est-à-dire que le développement durable et toute l'écologie dont on parle aujourd'hui, je crois qu'il a un petit peu démarré le courant. Alors vous parlez justement de l'épuisement des matières premières, un point qui était vraiment, disons, une inquiétude très forte pour Claude Lévi-Strauss. C'est aussi un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse de très près, puisque Philippe Challement, puisque vous sortez ce magnifique livre des épices à l'or noir, l'extraordinaire épopée des matières premières. Est-ce qu'il y a une matière première dont l'histoire vous fascine particulièrement? Elles sont toutes fascinantes, mais je dirais que chaque siècle, chaque époque a eu sa matière première de référence. Si je fais démarrer aux épices, c'est parce que au départ des grandes découvertes, il y a la quête des épices. Lorsque Christophe Colomb appareille d'Espagne pour aller à la recherche des Indes, où il va peut-être pour porter la foi chrétienne, certainement, mais il cherche surtout une route alternative à celle que l'on connaissait et qui était maîtrisée par Venise et Gênes, pour trouver le chemin du poivre. Et le poivre, c'était fondamental, puisque c'était grâce au poivre et aux épices que l'on pouvait conserver les viandes en un temps où le frigidaire n'existait pas. Donc le poivre était quelque part l'or noir de ce temps du 15e, 16e siècle. Et on pourrait remonter encore plus loin, parler du temps où on se battait, où Romains et Étrusques se battaient pour le contrôle des mines de fer de l'île d'Elbe, le temps aussi où, par exemple, à la conquête de Cléopâtre, les Romains surtout cherchaient à contrôler les richesses agricoles de la vallée du Nil. Et qu'est-ce que l'histoire de ces matières premières nous raconte sur notre histoire à nous?
Que, si vous voulez, les matières premières, c'est toujours un petit peu la partie émergée de l'iceberg des tensions géoéconomiques, géopolitiques mondiales. Même aujourd'hui, au fond, le 100e anniversaire de Lévi-Strauss se passe en une année où nous avons vécu d'extraordinaires tensions sur les marchés. C'était hier, souvenez-vous, le pétrole était à $147 le baril. Regardez, on apprend à l'instant que le Venezuela va baisser sa production d'1 million de barils. On est toujours dans ces... Ça me paraît entre nous totalement énorme, parce que le Venezuela produit 2 millions de barils par jour, et il en a bien besoin, étant donné les folies de M. Chavez. Mais ça, c'est autre chose. Les matières premières rendent fou. Il y a, d'ailleurs c'est un filigrane de ce livre, qui est un peu... la malédiction des matières premières. On a toujours tendance à penser, nous n'avons pas de matières premières en France, ou du moins nous en avions relativement peu, et on a toujours tendance à penser que les peuples qui ont des matières premières sont des peuples heureux, parce qu'ils sont dotés par la nature de tant de cadeaux qu'ils vont pouvoir se développer. Or, en fait, on se rend bien compte que les matières premières, c'est aussi et surtout une histoire de sang, une histoire de guerre, que lorsque les navires de colons vont découvrir le Nouveau Monde, eh bien, ça va être le début du malheur pour les peuples indigènes, mais ça va être aussi le début du malheur pour l'Espagne, qui va s'appauvrir peu à peu au fil de l'arrivée des flottes de l'or et de l'argent. Et il y a cette rupture que vous expliquez bien, celle de la révolution industrielle, où l'homme devient prédateur de matières premières. Absolument. Jusque, je dirais, vers la fin du XVIIIe siècle, dans des sociétés que l'on va qualifier de traditionnelles, l'homme ne prélevait pas trop sur la nature. Et les 2 siècles que nous venons de vivre, le 19e et le 20e, ont été marqués, ça a été les grands siècles de prédation, où l'homme a cru qu'il allait totalement dominer la nature, qu'il était un véritable démiurge, et nous le croyons encore, où nous maîtrisons l'espace et le temps. Simplement, nous avons prélevé sans penser qu'il fallait éventuellement renouveler. Le défi du 21e siècle va bien être celui-là, qui va être d'être ménager de nos matières premières. Parce que, à la fin de ce siècle, il n'y aura plus de pétrole, il y aura moins de métaux, et surtout, en matière agricole, il nous faudra nourrir 10 milliards d'hommes. Vous parliez de la malédiction des matières premières. Pour quel pays est-ce que cette malédiction a pesé le plus lourdement ? Oh, sur bien des pays, je dirais la plupart des pays. Regardez simplement aujourd'hui le malheur de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre qui crève d'être trop riche. Regardez le Venezuela, tout simplement, car je ne suis pas sûr qu'on soit totalement heureux au Venezuela. Mais si, politiquement, si vous préférez le Venezuela, regardez le Nigeria. Regardez même la Russie aujourd'hui, et la Russie qui est au fond, qui n'est qu'un émirat pétrolier. Regardez l'Irak. Ne croyez-vous pas que les malheurs de l'Irak, de l'Iran, sont liés largement à ce pétrole qui a brûlé, qui a corrompu les âmes, les cœurs, les corps des dirigeants. Le Groenland qu'on remplit de matières premières, dit-on. Toujours lorsque je vois les Groenlandais qui sont tout heureux de prendre un peu de leur indépendance et de dire nous allons maîtriser nos ressources en matières premières. Y arriveront-ils? Ne vont-ils pas aussi succomber à une sorte de mégalomanie? Alors il y a quelques pays, et ils auraient peut-être intérêt à suivre, par exemple, l'exemple de la Norvège, qui est la première à avoir créé un fonds pour les générations futures. Ça va plutôt dans le bon sens. C'est un pays qui gère bien, justement, cette dépendance aux matières premières. Quelques pays qui gèrent bien, il y en a très peu. Il y a la Norvège, il y a le Chili, qui a bien géré, au fond, la rente du cuivre. Et puis, il y a la Malaisie, qui a su se dégager. Autrefois, c'était le sortilège malais, c'était l'étain, le caoutchouc, l'huile de palme, et la Malaisie a totalement su s'en dégager. Mais pour 3 cas intéressants, combien malheureusement de cas malheureux, combien de pays, même à nos portes, l'Algérie par exemple, qui crèvent de leur richesse. Et alors justement, comment est-ce que vous voyez l'avenir dans notre relation aux matières premières? J'espère que nous n'oublierons pas, à cause de cette crise financière qui nous occupe actuellement, que nous n'oublierons pas le choc qu'on a vécu au début de 2008, que nous n'oublierons pas ce que les marchés nous disaient. Dans la flambée des marchés, il fallait reprendre la phrase de Paul Valéry, le temps du monde fini commence. Serons-nous capables de gérer justement un monde, de léguer à nos petits-enfants un monde certainement différent du monde
dans lequel Lévi-Strauss avait démarré. Il ne faut pas renier le progrès, mais un monde où il y aura encore des sources d'énergie, un monde où les hommes seront capables de se nourrir et un monde où nous aurons à peu près maîtrisé les prédations que nous faisons sur notre environnement. Alors Philippe Chalmin, vous évoquez à l'instant la crise, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, la crise financière, la crise des banques, la crise des bourses, les produits toxiques, les produits ultra sophistiqués. Et vous expliquez dans votre bouquin que tout ça vient finalement du marché des matières premières. Absolument, et en particulier des marchés agricoles. Tout simplement parce que toutes les techniques que l'on a inventées sur les marchés financiers, ce sont au départ, et ça part d'un bon sens, ce sont des outils de gestion du risque. Par exemple, la vente à terme des matières premières. Les ventes à terme, les techniques d'option, de swap, etc. Or, quels étaient les seuls marchés véritablement instables au XVIIIe, au XIXe siècle? C'était avant tout les marchés agricoles. Parce que la nature d'un produit agricole, du marché d'un produit agricole, c'est d'être instable. Vous ne savez pas ce que sera la production demain. Elle est toujours au risque de la nature. Et donc, très tôt, on avait inventé des techniques qui permettaient de gérer ces risques, qui permettaient d'avoir, pour les opérateurs, des méthodes d'arbitrage, de couverture de ces risques. Les premiers marchés à terme de l'ère moderne sont nés à Chicago, autour des céréales. Et ce sont les techniques inventées au 19e à Chicago que tous les Golden Boys de la planète utilisent aujourd'hui, un peu comme Monsieur Jourdain, sans le savoir véritablement. Alors une toute dernière question sur les hommes qui ont fait ces marchés extraordinaires des matières premières. Il y en a deux qu'on peut relever. Vous parlez beaucoup de Jacob Fugger au XVIe siècle, le commerce du cuivre, un homme inouï, extraordinaire qui a lancé effectivement tout ça. Rockefeller pour le pétrole, bien sûr. Absolument, on pourrait en citer d'autres. Mais c'est vrai que le contrôle des matières premières a toujours donné énormément de pouvoir. Jacob Fugger, on disait du XVIe siècle qu'il était le siècle des Fugger. Si François Ier n'a pas pu vaincre l'élection impériale face à Charles Quint, c'était à cause de l'argent des Fugger. Rockefeller, on sait ce qu'il était, le magnat du pétrole, mais il y a bien d'autres personnages dans le domaine du négoce, car au fond, quelque part, ces matières premières, ces marchés, ils ont toujours fasciné. Des épices à l'or noir, mais il y a tant d'autres produits qui nous fascinent, et aujourd'hui même des produits qui sont beaucoup plus terre à terre. Peut-être que la matière première essentielle du XXIe siècle, c'est le dernier chapitre que je consacre aux déchets. Car ces déchets, c'est aussi l'idée que les hommes vont être capables de recycler. Ce seront les déchets, la matière première de demain ? Ça pourrait l'être. Et il est intéressant de voir les extraordinaires fluctuations aujourd'hui sur des marchés, alors qui n'intéressent personne, les ferrailles, les vieux papiers, qui sont sensibles, par exemple aujourd'hui, au ralentissement chinois. Et est-ce qu'il ne manque pas un chapitre sur l'eau dans votre livre, Philippe Chalmin ? Absolument. Simplement, je me suis concentré sur des produits pour lesquels il y a des marchés. Heureusement, autant il y a des conflits sur l'eau, autant il n'y a pas vraiment de marché de l'eau, il n'y a pas de commerce mondial de l'eau. Il pourrait y avoir un marché, par contre, un chapitre sur la drogue, mais celui-là, j'ai préféré ne point le faire. Que de passion dans ces deux livres que je vous recommande pour votre week-end, celui de Philippe Chalmin, Des épices à l'or noir, extraordinaire épopée des matières premières. Le livre d'Émilie Julia sur Lévi-Strauss, qui, je vous rappelle, a 100 ans aujourd'hui, L'homme derrière l'œuvre, chez Jean-Claude Lattès. Un petit mot sur Canal Académie, c'est le site de l'Académie française. Radio sur Internet, voilà, des 5 académies. Disponible sur Internet. Canalacadémie.com. Extrêmement riche, extrêmement vivant. Merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très bon week-end à tous. À suivre, un Bibliothèque Médicis tout à fait exceptionnel. Il est consacré au prix littéraire. Nombre d'entre eux seront tout de suite avec vous sur le plateau de Jean-Pierre Elkabbach. Très bon week-end à tous. Merci.